I'm on top of the world. Yeah. Maintenant, nous allons voir en grand B l'univers du long terme. On vient de conclure le chapitre sur l'univers du court terme et le long terme sera un changement. Sur le long terme, nous allons réfléchir si on produit à perte ou non. C'est-à-dire, plus on produit, plus on va gagner de l'argent, ou est-ce qu'on va en perdre, plus on produit. Pour ça, il existe les rendements d'échelle. RDE, on va faire alors la variation du capital plus la variation du travail sur la production totale. Si ce score, l'ensemble du truc, est supérieur à 1, alors les rendements d'échelle sont décroissants. Nous allons alors réaliser des économies d'échelle. C'est-à-dire, plus on va produire, moins les produits que l'on va acheter vont coûter cher. Moins ce que l'on va vendre va nous coûter cher, donc cela va nous rapporter encore plus d'argent. Nous avons intérêt à continuer de produire. Par contre, si cette formule-là est inférieure à 1, alors les rendements d'échelle sont croissants. On est en déséconomie d'échelle, on produit à perte. Plus on produit, moins on gagne d'argent. Si par contre il est égal à 1, nos rendements d'échelle sont alors constants et dans ces cas-là, on ne gagne pas et on ne perd pas d'argent. On est à l'équilibre total, nous n'avons plus intérêt à produire moins et nous n'avons plus intérêt à produire plus. Il existe deux autres manières de savoir si on est en économie d'échelle ou en déséconomie d'échelle. Dans un premier temps, on peut faire variation des coûts totaux divisé par la production totale. Si cette formule-là est supérieure à 1, on est alors dans le cas de cette ligne-là, celle du milieu. On est en déséconomie d'échelle, donc on perd de l'argent. Si cette formule-là est inférieure à 1, alors on se retrouve dans le cas du haut, on est décroissant, en économie d'échelle, on a intérêt à continuer de produire. Le deuxième mode est en faisant le coût moyen divisé par, donc C grand M, divisé par la production totale. Si, dans ces cas-là, on est inférieur à 1, donc comme ici, on est en déséconomie d'échelle, c'est les mêmes formules que pour les rendements d'échelle. Également, si on est supérieur à 1, on est alors décroissant en économie d'échelle, on continue donc de produire. Il est essentiel aussi de ne pas confondre les rendements d'échelle, donc tout ce qu'on vient de voir là, et le rendement marginal. Le rendement marginal, c'est lorsque l'on mesure la productivité de nos facteurs de production. Maintenant, nous allons voir la fonction Cobb-Douglas. C'est un des éléments les plus importants de ce chapitre et même de la microéconomie en général pour votre première année. Il va falloir charbonner, bien apprendre cette formule et après vous réussirez. Pour faire simple, la fonction Cobb-Douglas, alias f de k de L, s'écrit comme ça. AK alpha, E, L, bêta. C'est un peu barbare la manière dont c'est écrite, mais je vais vous l'expliquer. Le A correspond au progrès technique, l'amélioration des machines, etc., les innovations qui peuvent apparaître dans notre vie. Le K, c'est le facteur capital. Le petit alpha, c'est l'élasticité du facteur capital, comment il s'adapte, en quelque sorte. Le E correspond au capital humain. C'est tout le savoir-faire, toutes les connaissances que l'on apprend depuis qu'on est jeune, depuis qu'on va à l'école. Tous nos soft skills et hard skills, exactement. Le L, le facteur travail. Et le bêta, l'élasticité du facteur travail. Comment calculer alpha et bêta? Le alpha correspond à la variation de la production totale divisée par la variation du capital fois le capital fois la productivité totale. Enfin, production totale, pardon. Le bêta est mesuré par la variation de la production totale sur la variation du travail fois le travail fois la production totale. Il y a une dernière façon de savoir si votre rendement d'échelle est croissant ou décroissant. On fait un peu un bond en arrière, mais je vais vous expliquer pourquoi. L'addition de alpha et de bêta vous permet de savoir si vos rendements d'échelle sont croissants ou décroissants. L'addition des deux vous permet de savoir, en tout cas, imaginons alpha plus bêta est supérieur à 1, alors vos rendements d'échelle sont décroissants. S'ils sont inférieurs à 1, alors là, ils sont croissants. Et s'ils sont égaux à 1, ils sont alors constants. Maintenant, pour cette dernière partie du chapitre 1, nous allons voir la combinaison optimale des facteurs de production. Pour ça, il y a une approche faite par les isoquantes et les isocoûts. Les isoquantes et les isocoûts, dans un graphique en fait, sont deux formes qui vous permettent d'évaluer en fait votre coût de production et également les possibilités que vous avez sur votre isoquante de pouvoir avoir le même nombre d'unités produites pour un même prix. Une isoquante, pour faire simple, vous permet de savoir avec une différence d'intensité de facteurs de production, c'est-à-dire si vous prenez plus des facteurs travail ou plus des facteurs capital, la même quantité produite. Elle est sous forme
d'une courbe comme ceci. Donc imaginons que vous êtes là et qu'ici c'est les facteurs capital et ici les facteurs travail, T et C. Imaginons là, vous êtes ici, vous prenez alors un facteur travail pour, ici, on est à peu près à, on va dire, 12 facteurs travail et un facteur capital. Vous produirez donc tant de produits pour cette combinaison. Par contre, si vous prenez ici, vous aurez alors un facteur travail pour 12 facteurs capital et vous posséderez le même nombre d'unités produites. Maintenant, on va parler du TMST, ce taux marginal de substitution. À quoi sert le TMST? Eh bien, il permet de savoir combien d'unités de facteur travail on va devoir supprimer pour obtenir une unité de facteur capital supplémentaire. Typiquement, on fait P, donc la productivité marginale du travail, sur la productivité marginale du capital. On va prendre un exemple. Imaginons on est ici dans votre courbe, on va dire qu'on est à 5 unités de travail pour 5 unités de capital. Si on veut passer à 6 unités de capital, donc ici, on va dire qu'on est à ce trait-là, il faudra supprimer par exemple 2 unités de travail, on sera alors à 3. Et comment le calculer sur un graphique? C'est en fait votre coefficient directeur. Donc comment on passe d'ici à ce point-là? Donc nous venons de voir les isocantes. Maintenant, ce qu'il y a d'essentiel, c'est la droite d'Isoku. Qu'est-ce que la droite d'Isoku? En fait, ça ressemble à l'ensemble des facteurs de production qui associent à un même coût total. Votre droite d'Isoku sera une droite. Donc imaginons nous gardons le même graphique. Elle fera comme ça. Et donc là, pour ce coût-là, vous avez toutes vos combinaisons possibles. Votre Isoku, en fait, va croiser votre droite d'isocante et va donc avoir toutes les différentes combinaisons possibles de facteurs capital et de facteurs travail. Imaginons on est à ce point-là. Eh bien, à ce point-là, on sera à peu près à 4 de facteur capital pour 7 de facteur travail avec ce coût-là. La droite d'Isoku, donc celle-là, a pour équation le coût du facteur travail sur le facteur travail plus le coût du facteur capital fois le facteur capital. Il y a des questions? Carré. On continue. Alors ensuite, on a différentes manières, différentes courbes en fait, qu'on va pouvoir allier sur le long terme et le court terme. Hop là. On va avoir dans l'essentiel des courbes, les courbes enveloppes, comme on dit. Donc on va avoir plein de petites courbes. Vous voyez, ça c'est des courbes qui vont succéder sur l'univers du court terme. Mais on va pouvoir les fusionner dans l'univers du long terme avec une courbe qui va commencer de ce point-là, qui va toutes les comprendre et va terminer sur ce point-ci. Également, lorsque votre isocante et votre courbe d'Isoku se croisent, il y a alors production. On lance donc la production et tout commence. Voilà, je pense qu'on a terminé le chapitre 1. J'espère que tu as bien compris. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me MP, à aller me boire en café ou quoi que ce soit. Gros bisous les loupios. Révisez bien.